Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. La fonction première de l'archéologue est sans nul doute de gratter la terre. Toutefois, d'autres, la tête sous l'eau, creusent le fond des mers. Pour autant, l'archéologie sous-marine n'existerait pas, du moins à en croire les spécialistes, puisque ceux-ci préfèrent un autre vocable, l'archéologie navale et maritime. Au cœur de cette discipline, là comme ailleurs, les découvertes se succèdent. Et pour en faire un tour d'horizon, mon invitée Giulia Boetto, bonjour. Bonjour. Chargée de recherche au CNRS, Giulia Boetto, vous appartenez au centre Camille Jullian et être aujourd'hui en duplex de nos studios d'Aix-en-Provence. Votre spécialité, la mer et l'archéologie navale en Méditerranée antique. On vous a vu à Naples, Fiumicino, Toulon et Antibes. Vous êtes désormais en Dalmatie où vous co-dirigez la mission archéologique franco-croate. Nous y reviendrons. L'actualité de cette semaine, celle du moins qui fait grand bruit, se situe de l'autre côté de l'Atlantique et marque la fin du Moyen-Âge, l'émergence de la Renaissance. Il s'agit bien entendu de la découverte d'un des navires de Christophe Colomb, Giulia Boetto. Oui, c'est ça, il semblerait. Selon ce qu'on a entendu à la radio ou sur les blogs, dans la presse. Oui. Alors ce bateau aurait été trouvé dans les eaux haïtiennes, c'est bien ça ? Oui, elle aurait été trouvée par en effet par un chercheur d'épave qui s'appelle Barry Clifford, un Américain, qui est déjà connu pour ses découvertes. Et donc là, il a annoncé à New York cette fantastique, disons, découverte de la Santa Maria de Christophe Colomb. Donc un des premiers bateaux touchant l'Amérique, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Qui aurait justement dérivé sur un récif à Haïti et aurait coulé en Noël 1492, c'est-à-dire 2 mois après avoir accosté sur l'île de Salvador, actuelle Bahamas. Il faut dire que les preuves que l'épave découverte par Barry Clifford soit justement la Santa Maria semblent un peu ténues. Voilà, il se base sur la découverte d'un canon et quelques pierres de l'Est. À mon avis, cela est un peu juste pour arriver vraiment à identifier avec certitude une épave. Je ne sais pas si après il y a d'autres preuves, mais en tout cas, à mon avis, je resterai un peu prudente. Voilà. Est-ce que l'on n'est pas encore dans ces effets d'annonce dans la presse internationale, surtout venant un peu d'une sorte de chasseur d'épaves ? Oui, tout à fait. On a un peu l'impression que Barry Clifford cherche un peu à financer ses recherches. C'est vraiment un chercheur d'épave plus qu'un chercheur tout court et donc à lever des fonds pour continuer son activité. Voilà, c'est un peu l'impression qu'on a. En tout cas, rappelons que, par exemple, le navire de cavalier de la Salle avait été trouvé dans le golfe du Mexique, donc il est possible qu'il s'agisse de cela. Quoi qu'il en soit, la découverte d'une caravelle ou de toute autre épave est toujours importante. Un petit bout d'histoire au fond des eaux. Oui, tout à fait. Un petit bout d'histoire. Et d'un point de vue technique, bien sûr, la découverte d'une épave antique est très importante parce qu'elle nous informe sur des techniques de construction particulières, mais aussi sur le type de bateau, donc la fonction que ce navire qu'on découvre pouvait avoir. Et
au fond, nous renseigne aussi sur un monde, sur des personnes, parce que on sait bien que sur les navires antiques, il y avait un équipage, il y avait des passagers, et donc on peut comme ça rechercher, comprendre un peu comment ces personnes vivaient et quelles étaient au fond les craintes, les lois qui les régissaient lors de leur navigation. C'est aussi le commerce, les liens entre les hommes, pourrait-on dire, Giulia Boito? Oui, oui, tout à fait. Si on imagine de fouiller une épave chargée d'amphores, de marchandises, on peut établir des liens avec ces mêmes amphores ou céramiques qu'on retrouve dans les fouilles terrestres et de cette manière-là essayer de restituer des routes de commerce et ainsi avancer dans nos connaissances dans ce domaine-là. Voilà. En tout cas, revenons à vos terrains, à votre mer, la Méditerranée, où Oui. une épave peut-être encore plus rare que la Santa Maria est en cours d'étude. Oui, tout à fait. Nous avons fouillé, étudié une épave tout à fait exceptionnelle sur la côte istrienne. Donc nous sommes en Adriatique septentrional, pas loin de la frontière avec la Slovénie, pas loin d'Italie. Et ici, une équipe du musée archéologique d'Istrie avait fait la découverte d'un bout de bois en un très peu d'eau. Nous sommes à 2 mètres, 2,50 mètres de fond, donc vous imaginez, c'est pas grand-chose. Et la découverte remonte donc en 2008-2009. Et à ce moment-là, et comme ça, on a pu voir ces morceaux de bois qui portaient des particularités, la particularité d'être cousus. Et donc une épave. Et puis nous, oui. Donc une épave, Pardon. bien sûr. Si c'était Oui, cousu, c'est que c'était forcément une épave. Oui, c'est ça, c'était une épave. Et à ce moment-là, on a donc nos collègues croates ont approfondi un peu les recherches, mais sans arriver en définitive à une fouille exhaustive, à une étude exhaustive de cette découverte. Donc nous avons collaboré avec le musée archéologique d'Istrie l'année dernière, donc en 2013, justement pour arriver à la découverte complète, à la dégagement complet de l'épave et à son étude spécifique. Et là, nous avons eu pas mal de surprises. Alors, comment a-t-elle trouvée? Vous me disiez que c'était les gens du musée. J'ai lu que c'était un pêcheur, comme cela arrive assez souvent. Oui, c'est ça. Donc, il s'agit d'un pêcheur qui habite à Zambratia, c'est le nom de ce petit village, un village touristique classique de la côte istrienne. Et ce jeune pêcheur avait vu sous le fond de la mer des bouts de bois. Donc il fait aussi de la plongée en apnée et il était descendu et il avait vu justement des planches en bois, des membrures, mais il avait pensé comme ça à comment on dit, à quelque chose qui avait été jeté. Il n'avait pas fait trop attention. Mais à un certain moment, vu que les spécialistes du musée archéologique d'Istrie étaient là en 2008, et il a pensé comme ça de déclarer, de dire qu'il avait trouvé quelque chose, mais lui, justement, pensait à un bateau moderne, pas du tout à une épave antique. Et puis alors, mes collègues du musée de Pula, Ida et Marco, ont plongé et ils sont restés complètement émerveillés devant ces bouts de bois parce qu'ils ont reconnu l'assemblage, le type d'assemblage typique de l'époque
antique, c'est-à-dire justement ces ligatures dont on va parler sûrement. Et là, ils se sont dit, non, nous sommes devant une épave antique, c'est pas du tout quelque chose de moderne, et on va essayer d'organiser une fouille pour étudier de manière plus approfondie. Giulia Boito, cette épave, elle daterait du XIIe siècle avant notre ère, ce qui correspond bien sûr à l'âge du bronze. Cela est très ancien et a surpris absolument tout le monde. Oui, tout à fait. Alors, pour l'Adriatique du Nord, on connaît des bateaux cousus, c'est-à-dire dont les planches sont maintenues par des ligatures, et pour l'époque romaine. Donc, il y a eu pas mal de découvertes en Italie, donc dans le delta du Pô, mais aussi le long de la côte adriatique croate, donc la côte est. Et donc, on a pensé justement au premier abord qu'il s'agissait d'un bateau d'époque romaine. C'était quand même très important car l'Istrie n'avait pas encore restitué ce genre de bateau de découverte. Mais donc, il n'y avait pas, apparemment, il n'y avait pas de fragments de céramique pour pouvoir dater de manière plus précise le gisement. Et donc, on a décidé de dater par le radiocarbone un fragment du bois. Alors, c'est une datation qui peut poser certains problèmes pour ce qui est du bois antique. Et quand même, on a une fourchette de datation plutôt large, mais qui nous place quand même à une époque pré-romaine, et nous sommes entre le XIIe et le Xe siècle avant. Alors, ça paraît très large, mais quand même, c'est très important. Et on va essayer, avec nos nouvelles recherches, avec l'aide d'un dendrochronologue, d'arriver à cibler mieux cette datation, et en faisant beaucoup plus de datation de radiocarbone et avec des méthodes statistiques, etc., et avec la dendrochronologie. Mais en tout cas, nous sommes sûrement à l'époque de l'âge du bronze, bien avant l'époque romaine. Les plus anciens bateaux du monde dateraient de 7000 ans, découverts sur les rives arabes du golfe arabo-persique, mais il s'agit que de bouts de bitume qui servaient à calfater donc les embarcations. Que possède-t-on comme bateau durant l'âge du bronze, Giulia Boito? Pas grand-chose. Ouais, pas grand-chose. Il y a des découvertes en Angleterre, justement, les bateaux de Ferriby ou Douvres. Sinon, pour la Méditerranée, je rappelle le bateau du XIVe siècle avant, d'Uluburun, qui a été découvert en Turquie, sur les côtes turques, par une équipe américaine, et vraiment une épave dont on n'a pas de fragments de bois de la coque, malheureusement. Il y a juste un petit bout, mais dont on connaît le chargement très riche de lingots en bronze. Il y a des livoires, de la pâte de verre et des objets provenant d'Égypte, de la côte lévantine, etc. Donc c'est vraiment c'est plus connu pour son chargement que pour ce qui est de la possibilité de connaître effectivement comment était construit ce bateau. De l'architecture navale. De l'architecture navale, pourrait-on dire. Mais en tout cas, c'est très important, bien sûr, pour le commerce. Les eaux calmes de la Méditerranée sont très propices à la conservation des épaves. Pourquoi, dans ce cas, n'y a-t-il que si peu d'épaves très anciennes? Nous n'avons absolument pas d'épaves mycéniennes, crétoises, phéniciennes, par exemple. Il faudrait les chercher. Non, je rigole. C'est clair que oui, les eaux de la Méditerranée sont très calmes, mais il faut des conditions très particulières pour permettre la conservation du bois antique. Donc des conditions à la fois physiques, de type de sédiments, les courants,
donc la quantité de sédiments qui recouvre aussi le bois en particulier, la présence ou pas de chargement. Par exemple, très peu sont les épaves d'époque du Moyen-Âge, justement parce que à cette époque-là, on n'avait plus les grands chargements céramiques comme les tumuli d'amphore qu'on connaît pour les époques, par exemple pour l'époque gréco-romaine. Et donc le bois ne peut pas se conserver et vite dégradé. Et pour ces époques-là, c'est vraiment très rare de découvrir d'épaves. Oui. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle, Giulia Boito, que vous êtes chargée de recherche au CNRS, que vous êtes aujourd'hui en duplex de nos studios d'Aix-en-Provence, que nous évoquons la découverte d'une épave de l'âge du bronze sur les rives de la Dalmatie. Justement, quelles sont les caractéristiques de cette épave croate de l'âge du bronze ? Alors, il est conservé sur 7 mètres de long et à peu près 2 mètres de large. Et il gît à 2,50 m de profondeur, comme on vient de le rappeler, donc à très faible profondeur. On pourrait s'étonner, mais justement, la baie de Zambratia est assez abritée et puis elle ne connaît pas des problèmes justement de vagues qui pourraient déplacer les sédiments du fond et exposer le bois et donc porter à sa destruction. L'épave en soi donc se conserve très bien pour ce qui est d'un flanc. Donc on a la partie axiale et un flanc du bateau qui est conservé juste au plat-bord, c'est-à-dire au niveau plus haut. Cela pourra permettre à terme une restitution des formes d'origine. Nous avons là, donc vous savez, un bateau est symétrique d'un côté et l'autre de son axe central. Donc nous avons bien conservé toute une partie et par basculement, on pourra aussi connaître la forme transversale de ce bateau parce que, en effet, les bateaux sont symétriques. Nous avons aussi une extrémité qui est très bien conservée. Malheureusement, l'autre extrémité n'a pas pu se conserver. Elle était un peu plus haute comme niveau, donc elle était exposée, elle est restée hors du sable et donc elle est partie. Et cette extrémité est très particulière parce que elle a une forme très effilée, très pointue, une sorte de long nez, un bec, disons comme ça, une forme très évoluée qui pouvait certainement bien naviguer en mer. Qui nous a étonnés complètement. C'est vraiment assez particulière. Et une autre particularité réside dans le fait que ce bateau n'a pas de quille. Alors, nous l'avons retrouvé bien sûr en mer. C'est assez étrange de cette absence de quille, mais donc la partie axiale, donc l'axe du bateau, est constituée d'un tronc d'arbre, un gros tronc d'orme de 40 cm de diamètre, qui a été creusé. Et une sorte de monoxyde, une sorte de pirogue. Et sur ce tronc de base, sur cette pirogue de base, ont été assemblés les côtés, les bordages des flancs, jusqu'au plat-bord, jusqu'au niveau plus haut. Et puis nous sommes sur une tradition très particulière, cette tradition du bateau cousu, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors, chaque planche est assemblée à la planche adjacente au moyen de ligatures. Donc, vous devez imaginer que sur le bord, on a creusé des canons obliques. Et dans ces canons, on a fait passer juste une petite cordelette qui permet de maintenir les deux planches ensemble. Dans le cas de Zambratia, la couture est très simple. Il s'agit d'un point de surjet. Donc c'est un point continu, mais disons, il y a un seul passage, un seul transfilage.
pour avoir une certaine étanchéité des joints, on a apposé sur le joint des planches une petite planchette en sapin, et cette planchette est serrée par les liens. Les liens après sont bloqués dans les canons par des petites chevilles en bois. Donc c'est une construction qui pourrait sembler un peu compliquée, mais qui en effet avait un certain degré de difficultés techniques, mais qui devait être quand même assez simple à mettre en œuvre. En tout cas, Giulia Boetto, vous avez par exemple retrouvé les cordages. On sait comment ils étaient fabriqués, dans quoi ils étaient produits? Alors, malheureusement, sur Zambratia, nous n'avons pas des cordages. L'âge du bateau et puis les conditions d'ensevelement, etc., n'ont pas permis malheureusement la conservation des liens. Nous avons par contre des restes des fibres qui se trouvaient entre le bois et la planchette d'étanchéité. Ces fibres ont été analysées ici à Aix-en-Provence, et il s'agirait de graminacées, donc des herbes, peut-être aussi de la posidonie, mais là il faut voir s'il n'y a pas de posidonie, c'est une algue, hein, c'est une herbe sous-marine, s'il n'y a pas une intrusion, hein, mais en tout cas il y a bien des graminées. Alors c'est très difficile d'identifier le type de graminées, mais en tout cas là on est sûr. On a des belles photos, on a pu faire des jolis prélèvements. Par contre, sur la côte d'Almat, où je fouille aussi avec l'université de Zadar, nous avons découvert là aussi une autre épave ligaturée, donc cousue, et à Tsaska, donc sous l'île de Pag. Et là, les ligatures sont très bien conservées. Et nous avons pu faire là aussi des analyses. Il semblerait que aussi dans ce cas, il s'agit de graminées. On peut pas là aussi aller plus loin, hein, dans l'identification des fibres, oui. En tout cas, Giulia Boetto, en Méditerranée, existe-t-il deux traditions d'assemblage de bateaux, deux traditions qui s'opposeraient? D'un côté, les bateaux cousus et de l'autre, les bateaux faits au tenon et à la mortaise. Oui, alors je ne dirais pas que ces deux techniques s'opposent, ce sont deux techniques qu'on peut vivre ensemble dans les mêmes moments, qui sont utilisées selon les espaces de navigation, selon les traditions locales de construction. Et il est certain que les ténons et mortaises, donc cette construction qui va s'affirmer en Méditerranée à partir du IVe siècle avant notre ère, ont permis, donc l'adoption de ces techniques a permis la construction de bateaux beaucoup plus grands, plus solides, et a permis d'atteindre des tonnages très importants. En revanche, les ligatures que, comme on a vu, sont attestées là pour l'âge du bronze, mais on sait, par exemple, Homère parle de la flotte des Achéennes, et on a déduit que cette flotte était constituée de bateaux cousus, par exemple. Donc on a aussi une tradition de construction de navires ligaturés en mer Égène. On a vu pour l'Adriatique, et puis que cette technique perdue en époque romaine, mais apparemment en Adriatique jusqu'à l'époque du Moyen-Âge. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas parler vraiment d'opposition, mais de coexistence et d'utilisation différentielle selon les nécessités, selon les traditions et selon les usages locaux. Voilà. En tout cas, Giulia Boetto, peut-on penser qu'il puisse s'agir d'un bateau de haute mer, un bateau hauturier?
Non, je dirais pas, bien que il devait faire des belles navigations côtières près de la côte istrienne. Il reste à savoir quel type de propulsion on peut restituer pour ce navire, s'il était propulsé avec des pagaies ou à la rame. On n'a pas de traces d'emplanture du mât, donc on n'a pas de traces de possible présence d'une voile. Ça, c'est encore étudié. Il faut aussi essayer de restituer quel devait être le paysage maritime de cette époque-là autour de l'épave. À une centaine de mètres du bateau de Zambrattia, il y a un village sur palafite, donc sur poteau, a été aussi signalé. Et sur une surface assez étonnante, on est sur les 10 000 mètres carrés. Donc vous imaginez, c'est vraiment un village, un habitat très important, du type de ce qu'on connaît pour les lacs alpins. Hein. Et des sondages ont permis de dater, de voir qu'il devait y avoir plusieurs une continuité de vie de l'époque néolithique jusqu'au l'âge du bronze moyen. Reste à savoir connaître le rapport entre ce village et notre épave. Il faut imaginer aussi qu'à l'époque dont on parle, le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Et donc ce village il devait se trouver en bordure de mer. Donc là, il y a encore beaucoup de recherches à faire sur la géomorphologie, sur la géographie des lieux, pour bien étudier le contexte de navigation de l'épave de bateau de Zambrattia. À vous écouter, je trouve ça tout à fait extraordinaire d'avoir un bateau et son contexte, à savoir une sorte de village submergé, éventuellement du néolithique ou de l'âge du bronze, presque associé avec ce bateau. Ce village va être aussi étudié avec ses pieux de bois sous l'eau, etc. Oui, alors là, c'est le musée archéologique d'Istrie qui devrait à terme lancer des campagnes de fouilles. C'est pas facile parce que justement ce genre de travail de fouilles sous-marines demande beaucoup d'expertise. Et moi, je verrais bien un grand projet international avec des experts provenant de l'Europe du Nord ou de l'Europe centrale. Je pense à la Suisse, hein, avec cette tradition de fouilles, l'Allemagne, justement sur les lacs, sur les villages, les habitats de palafite. Parce que justement, il s'agit vraiment d'une fouille très contraignante et qu'il faut prévoir sur le long terme et qui pourra donner énormément d'informations. Donc moi, j'espère vraiment qu'un jour, ce projet-là pourra avoir lieu. Giulia Boetto, merci beaucoup d'avoir été en duplex avec nous. Vous nous tenez au courant, merci bien sûr, car ce sont des découvertes tout à fait exceptionnelles. Je signale au passage que le très bon blog de Nicolas Constant dans les pattes des archéologues sur lemonde.fr consacre une page à ce sujet. La semaine prochaine, Gilles Rollier nous commentera la découverte puis la reconstitution d'une drôle de machine à eau, un moulin médiéval mis en route cette semaine dans le château de Guédelon. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique à Paris Bruno Gagnère-Fontanille, à France Bleu Provence Pascal Morel, attaché d'émission Catherine Denet.